Je reçois maintenant Hubert Hawk ou Hubert Hawk. Vous êtes du sud-ouest, on vous prononce comment, nom de famille? Hawk, c'est ça, un O ouvert. Donc on a cette petite plaisanterie depuis hier avec Romain Pertelas aussi qui parlait de Toulouse, ville rose, et se reconnaît. Qui veut se reconnaître en écoutant ces quelques mots? Vous êtes là avec un roman, le trio pour violoncelle seul, édité chez Pierre Philippe. On a quelques auteurs, c'est un éditeur qui émerge. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment lui avez-vous proposé ce roman un peu spécial, parce que c'est un roman à 3 voix, et puis il y a le violoncelle entre vous, c'est-à-dire entre vous, votre fille et Pablo Casals, le héros. Oui, c'est pas ma fille, c'est la fille, ma fille dans la fiction. Ben oui, ben oui. Ma fille dans la fiction. Mais on tombe dans le panneau, donc si on dit votre fille... Oui, on peut toujours trouver des concordances, des proximités, mais ce n'est pas ma fille. J'aimerais bien qu'il y ait une excellente violoncelliste dans le livre. Certes, et avec un père qui, lui, est un violoncelliste raté. Ça peut me correspondre beaucoup plus, effectivement. Vous avez fait carrière dans Pas du tout, mais j'ai connu Pablo Casals, donc. Oui, ça paraît évident. Oui, je l'ai connu, je l'ai entendu, bien sûr. Et j'ai eu envie de jouer du violoncelle, mais tardivement, c'est-à-dire à 35 ans. Et j'ai tenu pendant 7 ans, avec un niveau au-dessous du niveau médiocre. Bon, alors on va... En y renonçant, j'ai écrit, entre autres romans, parce qu'il y en a quand même d'autres, oui. Celui-là où je transforme un peu la réalité pour en faire des joueurs, des musiciens de qualité que je n'avais pas. Alors le premier musicien de qualité, c'est le personnage principal, on va dire, le personnage central, c'est quand même vous, ça. On le croit, quand on se lit, on dit c'est l'auteur. Il y a une certaine parenté, effectivement, oui, tout à fait, une certaine parenté. Ne serait-ce que dans le fait qu'il a connu Pablo Casals. Alors, quand on me demande la partie personnelle là-dedans, la première page, c'est totalement personnel. C'est du vrai. C'est moi. J'étais adolescent, j'ai entendu Casals jouer, c'est tout à fait ça. Et ça vous a fait... Qu'est-ce qu'il a, le violoncelle, de particulier comme instrument, dans ses structures harmoniques, dans sa tessiture? On dit toujours que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix. C'est un lieu commun, mais c'est quand même assez vérifiable. La voix est très proche du violoncelle, les graves, les aigus. Il a une tessiture ample, effectivement. Et puis Casals jouait d'une manière très particulière. C'est que dans les concerts, il y donnait de sa propre voix. C'est-à-dire qu'il y avait un souffle. On entendait son souffle quand il descendait vers les aigus, quand il montait plutôt vers les aigus. Et il y avait sa respiration. J'ai toujours dans mes disques une version 33 tours des Brandebourgeois avec Pablo Casals et le piano. Mais c'est vrai que quand lui joue, les micros prennent le son d'ambiance et on l'entend manifester. Ça, c'est le troisième personnage. Le personnage 2, c'est la fausse fille ou la fille idéale. Est-ce que c'est la muse? Quel rôle lui conférez-vous? Eh bien, c'est celle qui est curieuse. Elle est curieuse elle se dit pourquoi mon père il aime tellement ce Pablo Casals, et donc elle va à la recherche. Elle, ce qui l'intéresse, c'est le violoncelle. Elle joue du violoncelle, elle est très bonne au violoncelle, mais bon, les gens, c'est une adolescente, elle s'affiche éperdument des figures comme ça tutélaires. Et peu à peu, elle essaie de savoir qui est cet homme, et c'est un peu un des éléments de la structure du roman. Savoir qui est cet homme, et nous l'apprenons à travers elle, nous découvrons Casals à travers elle. Et puis il y a Pablo Casals, mais on va revenir dans un instant. Qu'est-ce qui est important dans le fait de découvrir un musicien, de savoir sa vie? Est-ce que ça a une telle importance? C'est le grand problème. Les biopics actuellement vous montrent la vie de A jusqu'à Z, de tel auteur ou de tel homme politique. Est-ce que ça donne un éclairage nouveau? Alors, d'une manière générale, je serais très modéré. À jouer mezzo, là, ça. Non. Parce que Casals a eu une importance capitale, 2 points. D'abord, il a réformé le violoncelle, il a réformé le jeu du violoncelle. On jouait avec des livres coincés sous les bras, il y avait quelque chose de très, très raide, et le violoncelle n'avait pas ses lettres de noblesse. Casals a travaillé ça, libéré ça avec cette fougue qui était la sienne,
Et donc le violoncelle a pris ces lettres de noblesse. Le deuxième élément, effectivement, peut-être que s'il n'y avait pas eu Casals, il y aurait eu quelqu'un d'autre, c'est qu'il a découvert chez un vieux bouquiniste de Barcelone, il a découvert les suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach. Et ces suites, évidemment, elles étaient jouées, mais juste des petits morceaux, rarement et mal, enfin, tandis que... Aujourd'hui, c'est un vrai violoncelliste, il doit avoir l'édition, il doit avoir l'intégralité. Effectivement, mais il y a beaucoup de violoncellistes, dont Rostropovitch par exemple, qui ont mis des années avant d'enregistrer les suites, et Casals lui-même a mis énormément de temps parce que c'est une œuvre magistrale, intimidante et difficile. Que vous avez approché, bien sûr, vous. Que j'ai approché légèrement, la première suite. Oui, qu'on a tous en tête, a priori. Oui, oui. Mais j'ai une écoute quasi quotidienne des suites, et je connais évidemment beaucoup d'interprètes. Casals, c'est celui qui est le plus chaleureux, le plus vivant dans son interprétation. Ça répond à quoi en fait vous disiez cette phrase célèbre de Fellini, hein, le cinéaste, que serait la musique, où est-elle quand on ne joue pas? Oui, ben écoutez, puisque moi j'ai dû renoncer à jouer, bien je me suis mis à écrire. La phrase de Fellini qui m'a ému dans Prova d'orchestre, qui est donc que devient la musique, où va la musique, où va la musique. C'est ça, où va la musique quand elle ne joue pas. Eh bien, évidemment, il y a là une réponse. La musique, elle peut aller dans la littérature. Elle peut aller dans la littérature. Je veux dire, il n'est pas question de faire des barrages comme ça entre le théâtre, la littérature, la danse, la musique. Il y a des passerelles permanentes entre et c'est ça l'art. Votre livre en est une très bonne illustration. Le personnage de Pablo, totalement construit, mais sur la... Est-ce que c'est pas un peu idolâtre de lui prêter cette façon de voir, évidemment, avec le temps décalé? Comment vous y êtes pris pour que ça semble vraisemblable en plus? C'est l'art de la fiction. Sur les trois personnages du livre, celui de Casals n'est absolument pas de la fiction. Il y a seulement un moment... Ça, c'est journalistique alors, votre approche? Il aurait pu le dire, il aurait pu l'écrire. Oui, alors j'ai recueilli évidemment des informations dans des lieux divers et variés, dont celui de son village de naissance, et où désormais il est enterré, puisqu'il n'a pas pu être enterré à l'époque, en Espagne, oui. Puisqu'il y avait encore le franquisme. Franco est mort 2 ans après lui. Et il ne voulait pas retourner en Espagne. Alors, il y a une chose qui pour moi a été très très importante dans la découverte de Casals. C'est pas seulement le musicien remarquable, exceptionnel, mais c'est un homme qui avait été pressenti, proposé pour le Nobel de la paix. Il a été docteur honoris causa avec Schweitzer. Il était un grand ami d'Albert Schweitzer. Et Casals a énormément milité contre tous les régimes despotiques, dont le sien, bien sûr. Celui de l'Espagne, en tout cas Franco. Et ça a été un exilé, un migrant. Bon, j'ai une tendance à toujours écrire autour des migrants, des exilés. C'est un peu un fil rouge dans mes différents romans, et pas seulement dans mes romans, dans mes essais aussi. Et Casals, c'est un homme qui a été l'exilé. C'était un exilé. Il a vécu comme un exilé, dans une pauvreté d'exilé. Et on lui a proposé des merveilles, on lui a proposé des chèques en blanc pour revenir jouer dans certains pays. Il était hors de question pour lui de briser son serment. Par contre, en 1950, un musicien, c'était Schneider, est venu lui proposer, c'était pour le centenaire, bicentenaire, tricentenaire de Johann Sebastian Bach, de jouer à Prades, la petite ville des Pyrénées-Orientales, la petite ville catalane où il était exilé, de venir jouer. Et les plus grands musiciens du monde sont venus jouer là.
Voilà. Alors, on doit s'arrêter parce que le temps court vite. Hubert Hoc, trio pour violoncelle seul, roman. Le Matteo Gottfrieder de Pablo Casals. Ça, c'est édition... sans violoncelle. Oui, oui, oui. Qui s'appelle comme ça. Vous trouvez ce livre sur le stand, vous le trouvez dans les meilleures librairies. Vous, on vous trouve ici en signature quelques jours. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Merci. Et puis surtout, je dois annoncer cela. Hubert Hoc, un hommage à Pablo Casals, à l'espace Fusterie. Ça concerne les Genevois. Autrement, il faut prendre l'avion. Temple de la Fusterie le jeudi 22 mai à 20h30. Hommage à Pablo Casals. D'ici là, nous aurons le temps de préparer. Et on entendra du violoncelle. Et on entendra du violoncelle. Et vous et Pierre-Philippe, votre éditeur, m'a fait l'amitié de me convoquer pour vous conduire dans cette aventure. Merci. On se retrouve donc à bientôt au 22 le 22 mai.